Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ma vie dure et ma vie dure en qualité, en santé, encore longtemps? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire en sorte que, quelle que soit ta génétique, tu puisses vivre longtemps. Ils se sont amusés à bloquer génétiquement ces deux circuits. Ils ont eu 500% d'augmentation de l'espérance de vie. Dans la Bible, il est dit finalement « combat l'inquiétude par la parole de Dieu ». Bonjour, aujourd'hui j'ai 50 ans. Bon alors je sais, ça peut paraître juste un chiffre, mais je me souviens avec un peu de nostalgie de la vidéo que j'avais fait pour mes 40 ans, qui s'appelait En quarantaine. Maintenant, 10 ans après, je suis toujours là, et puis quand je regarde ma vie aujourd'hui, ben je l'aime cette vie, je l'aime énormément. J'ai une femme, Estelle, brillante, magnifique, dont je suis éperdument amoureux. J'ai deux enfants aussi incroyables, qui sont comme Estelle au centre de ma vie, qui sont ceux qui me font relever la tête, continuer à espérer, continuer à me battre, continuer à avancer et à me battre pour la vie. Et quand je les vois, je me dis que j'ai envie d'être là, encore longtemps. D'où le titre de cette vidéo, un petit peu comme un clin d'œil, comme une provocation. Je vais vous emmerder encore longtemps, avec dans l'idée, là aujourd'hui j'ai 50 ans, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ma vie dure et ma vie dure en qualité, en santé, encore longtemps. Comment faire par exemple pour que, selon l'engagement que j'ai pris par rapport à Estelle, que dans 10 ans je sois plus en forme, plus en santé, plus, alors on va voir ce terme-là, plus jeune que maintenant. C'est tout le but de cette vidéo. Alors c'est quelque chose auquel je m'étais déjà largement intéressé. Par exemple, il y a un séminaire que vous pouvez trouver sur Régénère Premium qui s'appelle Vieillir en santé, qui est un superbe séminaire incroyable dans lequel il y a pas mal d'intervenants et qui traite de cette question. Parce que vieillir c'est une chose, vieillir en santé c'est tout à fait différent. Alors tu vas me dire, mais alors attends Thierry, tu voudrais être plus jeune dans 10 ans que tu n'en es maintenant? Enfin ça paraît juste complètement antinomique. Il y a deux notions vraiment qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'âge, on va dire, chronologique, chronobiologique,
C'est-à-dire c'est l'âge qu'on me donne, on me dit tiens Thierry, tu as passé 50 ans sur cette terre, tu as passé 60 ans sur cette terre, ça c'est quelque chose sur lequel effectivement on n'a pas pris, c'est une réalité qui s'impose à nous. Et puis ensuite ce qu'on appelle l'âge métabolique, l'âge de santé, l'âge vitaliste on pourrait dire d'une autre manière, qui correspond à comment notre corps est réellement en santé. Et c'est-à-dire qu'on peut avoir des individus qui vont avoir 50 ans d'âge chronobiologique et qui auront un âge métabolique de 30 ans ou de 35 ans. Ou à l'inverse, des gens qui sont plus vieux métaboliquement que leur âge chronobiologique. C'est certain que si tu es plus vieux, ça veut dire que ton état de santé souvent est fortement dégradé. Et à l'inverse, si tu es plus jeune, ça veut dire que ton état de santé est plutôt bon. Et tout le challenge, c'est ça. Alors, quand on parle d'âge, d'avancement en âge, on s'accorde actuellement pour dire que la cause générale du vieillissement, c'est l'accumulation de dommages cellulaires au cours du temps. Les cellules, quand elles fonctionnent, il y a des tas d'organites qui dégénèrent, ainsi de suite. Et si ces déchets, si ces dommages cellulaires ne sont pas remplacés, ne sont pas renouvelés, ne sont pas régénérés, ils s'accumulent dans le corps. Et le vieillissement correspondrait à une accumulation de ces déchets. Cette accumulation, elle débouche sur une diminution principalement du nombre de ce qu'on appelle des mitochondries. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule, c'est la zone de production d'énergie, et donc sur une diminution de la production d'énergie qui conduit finalement à la dégénérescence tissulaire et cellulaire. Donc l'idée, c'est voilà, dans la cellule, il y a des déchets qui s'accumulent, il y a des organites qui sont dysfonctionnels qui s'accumulent dans la cellule, parce que la cellule vit et parce que c'est son métabolisme normal. Si ces organites et ces déchets cellulaires ne sont pas évacués correctement, ils s'accumulent. En s'accumulant, ils peuvent venir perturber, voire détériorer le fonctionnement de la mitochondrie. Donc la cellule n'arrive plus à produire de l'énergie. Et si elle n'arrive plus à produire de l'énergie, alors à ce moment-là, les tissus dans lesquels sont situées ces cellules, parce que c'est jamais une cellule isolée, c'est un ensemble de cellules, à ce moment-là, ils dégénèrent. En clair, si on va à la cause des causes, vous savez que c'est toujours ce qui m'intéresse en premier lieu. En clair, finalement, c'est un défaut de mitophagie. La mitophagie, vous avez déjà entendu parler le terme autophagie. Autophagie, c'est ce processus qui existe dans le corps, qui existe tout le temps, mais qui est fortement accru en période de jeûne, qui consiste à un nettoyage des débris cellulaires, c'est-à-dire que la cellule se nourrit de ces déchets qu'elle va recycler pour produire de l'énergie. Et la mitophagie, c'est la destruction des mitochondries endommagées, c'est une branche de l'autophagie. Donc c'est le défaut de mitophagie et le défaut de production de nouvelles mitochondries, qui est largement stimulé par le besoin, donc le fait d'avoir à produire de l'énergie, on verra ça, le fait d'avoir à faire de l'exercice régulier, qui va expliquer cette dégénérescence qu'on appelle vieillissement. Alors, à l'échelle de notre civilisation, on vieillit très mal. Je sais qu'on nous rebat les oreilles avec l'espérance de vie qui est sans cesse croissante. L'espérance de vie en tant que telle, elle veut pas dire grand-chose. C'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à l'espérance de vie en santé, en capacité physique, parce que si c'est pour vivre intubé avec je ne sais pas combien de médicaments et sous perfusion permanente, c'est pas vraiment intéressant. Et on se rend compte à notre échelle que dans nos civilisations modernes, avancées et occidentales en particulier, eh bien, l'espérance de vie a cru longtemps. C'est plus le cas maintenant. Mais ça, c'est une première dans l'histoire humaine. C'est la première fois dans l'histoire humaine que l'espérance de vie ne croît pas. Jusqu'à présent, elle était en croissance permanente. Alors après, on peut voir dans le calcul de l'espérance de vie, il y a aussi toutes les questions de mortalité à la naissance qui venaient perturber les statistiques. Donc, est-ce que ça correspond réellement à un nombre plus important de personnes en grand âge? On en est loin d'être sûr. Mais surtout, l'espérance de vie en bonne santé, par contre, elle est relativement faible. C'est-à-dire qu'on sait très bien que passé 60 ans, la plupart des gens sont surmédicalisés. Cette espérance de vie en santé, elle stagne ou elle diminue. Et quand on parle d'espérance de vie et quand on parle de mortalité chez les personnes qui avancent en âge, alors je ne suis pas une personne âgée, 50 balais, je ne me sens pas une personne âgée, donc on ne va pas en faire tout un plat, mais bon, voilà, on dit souvent que c'est la deuxième partie de vie, donc je suis obligé de me projeter là-dedans. Il y a quatre facteurs essentiels qui interviennent, enfin, on les appelle les quatre fléaux, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, d'une certaine manière, si vous voulez faire quelque chose d'assez biblique. Il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le cancer, il y a les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et ainsi de suite, et le diabète. Et ce qui est intéressant, c'est que
je me suis dit, on va aller voir un petit peu les études qui ont été faites sur le vieillissement. Et il y a une étude très intéressante qui a été faite sur 500 personnes très très âgées dans les pays occidentaux. Elles ont entre 95 et 112 ans. Donc là, ça commence déjà à être un âge vénérable. Et cette étude, elle est très surprenante parce qu'elle a montré finalement que la plupart d'entre elles n'avaient pas une bonne hygiène de vie, que nombre d'entre elles fumaient et qu'elles mangeaient pas si bien que ça. Et au final, que c'était avant tout une question de génétique. Putain, moi je vois ça, je me dis merde. Merde, on est mal barré quoi. On est mal barré. Au final, fumer, boire, manger de la merde te garderait en vie longtemps. Non, on est d'accord, c'est pas ça. Non, mais il n'y a que ta génétique en fait qui le démontrerait. Donc finalement, peu importe ce que tu fais, c'est ta génétique qui détermine le tout. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est là où on peut voir que toutes ces études scientifiques, elles ont souvent des biais gigantesques. Elles ne prouvent que ce qu'elles veulent prouver. Ce qui faisait d'elles des personnes très très âgées, c'était que leur génétique leur permettait de ne pas être touchées très tôt dans leur vie par ces 4 classes de maladies que j'ai citées précédemment, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète et maladies neurodégénératives. En clair, leur génétique les préservait des dégâts d'un mode de vie pas sain du tout. Ils développaient ces maladies plus tard et vivaient donc plus longtemps. C'est scientifique. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas de savoir que finalement, tu as un mode de vie pourri, ton seul moyen de t'en sortir, c'est d'avoir une bonne génétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire en sorte que, quelle que soit ta génétique, tu puisses vivre longtemps. Ce n'est pas d'avoir quelques élus qui sont élus à la base parce qu'ils ont une très très bonne génétique. Alors, on pourrait aller voir des zones de la planète où pas seulement quelques individus à l'excellente génétique vivent en santé longtemps, malgré leur hygiène de vie déplorable, mais où la majorité de la population vit à santé longtemps, quelle que soit leur génétique, grâce à une hygiène de vie de qualité. Vous voyez la différence fondamentale. Et ce n'est pas une question de génétique, des zones où ce n'est pas une question de génétique, c'est pour tout le monde, c'est une question de mode de vie. Alors il y a des zones comme ça sur la planète qui s'appellent les blue zones, on a déterminé, c'est des zones de la planète qui ont été identifiées où les individus vivent plus longtemps et en meilleure santé physique, meilleure santé psychique, et pas seulement quelques individus dotés d'une excellente génétique, mais tout le monde. Alors il y a 5 zones en particulier, il y a des villages et des montagnes sardes qui ont été identifiées, il y a une île grecque qui s'appelle Ikaria, il y a une île japonaise qui a été surmédiatisée qui s'appelle Okinawa, une péninsule au Costa Rica qui s'appelle Nicoya, et puis une communauté chrétienne adventiste qui s'appelle Loma Linda en Californie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir quels sont les critères qui ont été identifiés comme caractéristiques de ces zones-là. C'est-à-dire qu'on prend tous les facteurs et puis on regarde qu'est-ce qu'elles ont en commun. Alors, ces critères, ils sont très très simples. Et par certains côtés, ils sont très intuitifs et évidents. Une activité physique modérée et régulière, voire permanente. Et on va voir que dans ces zones-là, eh bien, il y a un environnement qui fait que tu es en activité physique permanente. C'est pas tu restes assis toute la journée devant ton ordinateur, puis tu vas faire une demi-heure de sport le soir à la salle et tu penses que tu as fait le job. C'est qu'au contraire, toute la journée, tu es en activité. Alors, une activité physique modérée et régulière. Un but dans la vie. On verra que sur la presqu'île d'Okinawa, enfin sur l'île d'Okinawa, ils ont un terme pour ça, c'est Ikigai. Ikigai, c'est ta vision, ton but, ton œuvre, d'une certaine manière. La réduction du stress, la restriction calorique, une alimentation à base d'aliments fortement végétaux, une consommation très très modérée d'alcool, un engagement spirituel ou religieux, un engagement dans la vie de famille et un engagement dans la vie sociale. Je répète, une activité physique modérée et régulière, un but dans la vie, Ikigai, la réduction du stress, la restriction calorique, une alimentation à base d'aliments d'origine végétale principalement. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient végétariens, mais ça veut dire qu'il y a une très grosse part d'alimentation végétale. Une consommation modérée d'alcool, un engagement spirituel ou religieux, un engagement dans la vie de famille et un engagement dans la vie sociale. En clair, sur le plan physique, c'est de l'activité physique, de la restriction calorique et une qualité alimentaire. Et sur la dimension psychologique, réduction du stress, sens dans sa vie, engagement social, familial et spirituel. Bon, on est d'accord, c'est quand même vachement plus motivant d'avoir ces perspectives-là que de te dire
C'est la génétique, de toute façon, tu peux fumer, boire, on s'en fout. Si tu as une bonne génétique, ben, tu vas vivre longtemps. Si tu as une mauvaise génétique, tu vas crever tôt. C'est quand même sacrément plus motivant et ça correspond quand même beaucoup plus à l'esprit régénère. Ça correspond surtout à un état d'esprit dans lequel ben, nous sommes acteurs de nos vies. Alors toujours pareil, je vous dis dans ce séminaire, le séminaire Vieillir en santé, hein, qui est proposé sur Régénère Premium, eh bien on en parle, hein, on en parle de cette dimension et il y a plein d'éléments qui correspondent à ce que je vous ai décrit, hein, qui sont mis en valeur, qui sont illustrés. On va revoir, hein, pour les besoins de cette vidéo, on va revoir ces différents points, en commençant par quelque chose de vraiment qui est fondamental pour moi, la question de la réduction calorique et du jeûne. Hein. Les effets du jeûne sur la longévité, maintenant, ils sont très largement documentés. Il y a quelqu'un en particulier aux États-Unis qui s'appelle Walter Longo, qui a énormément travaillé sur cette dimension du jeûne et de la longévité avec son équipe. Hein. Et il a montré que jeûner régulièrement permet une augmentation des processus autophagiques et mitophagiques, permettant de répondre directement à l'accumulation de dommages cellulaires. C'est automatique. Hein. Si on te dit, voilà, c'est l'accumulation de dommages cellulaires et le défaut de mitophagie et d'autophagie, bah, si tu jeûnes régulièrement, tu boostes ton autophagie, tu augmentes ton niveau d'autophagie et donc automatiquement, cette problématique-là, elle disparaît. Par exemple, ils ont fait des expériences avec un petit ver d'1 millimètre environ qui s'appelle Caenorhabditis elegans. Il est élégant, c'est un nématode hein, qui est un modèle qu'on utilise très souvent parce que dans la recherche sur le vieillissement, car il partage bon nombre de ses gènes avec les humains et parce que sa courte durée de vie de seulement 3 à 4 semaines permet aux scientifiques d'évaluer rapidement les effets des interventions génétiques et environnementales visant à prolonger la durée de vie en bonne santé. Et on s'est rendu compte, et c'est impressionnant, que je vous ai parlé dans mes vidéos d'une enzyme hein, qui s'appelle la mTOR, hein, qui est une enzyme qui contrôle la croissance cellulaire et la prolifération, qui est très impliquée dans les processus de cancérisation. C'est-à-dire que quand les niveaux de mTOR sont chroniquement élevés, on a beaucoup plus de risques de voir apparaître des développements de tumeurs cancéreuses. Et puis, ils se sont intéressés aussi au circuit de signalisation de l'insuline. Circuit de signalisation de l'insuline, c'est un circuit qui détecte la quantité d'insuline circulante. Hein. Et ils ont bloqué ces deux circuits. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand la mTOR est chroniquement élevée, quand les circuits de signalisation de l'insuline sont chroniquement en état de détection importante d'insuline, à ce moment-là, on a des processus de cancérisation, de vieillissement accéléré, on a du diabète et ainsi de suite. Et ils se sont amusés à bloquer génétiquement ces deux circuits. Et là, c'est très intéressant, parce qu'en bloquant la mTOR, ils ont eu 100% d'espérance de vie supplémentaire sur ces nématodes. En bloquant les circuits de signalisation de l'insuline, ils ont eu 30% de vie supplémentaire sur ces nématodes. Mais en bloquant les deux, ils ont eu 500% d'augmentation de l'espérance de vie, ce qui est juste un effet synergétique hallucinant. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu jeûnes, quand tu pratiques le jeûne, effectivement, ton circuit de mTOR, ta production enzymatique de mTOR diminue énormément. Ça revient à une forme de blocage. Tes circuits de signalisation de l'insuline, là aussi, il n'y a plus d'insuline circulante, c'est l'une des caractéristiques du jeûne, donc ils sont en diminution. Donc tu peux imaginer ce qu'en termes d'espérance de vie, ça apporte. Le jeûne amène à une forte diminution de ces deux voies métaboliques. Hein. Et il y a plein d'expériences qui ont été faites, mais le jeûne chez les poules, par exemple, permet de doubler, voire tripler l'espérance de vie. Hein. Il y a même des vers qu'on a fait jeûner, et ils rajeunissaient tellement qu'ils revenaient à l'état larvaire. Hein. Donc cette dimension du jeûne et de la restriction calorique, elle est fondamentale. Et moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter mon programme, pour être présent encore longtemps, en emmerder certains, encore très longtemps, en réjouir d'autres, je l'espère en tout cas, encore très longtemps, vous verrez que le jeûne prend une belle part. Après, il y a l'activité physique. Je vous ai dit, finalement, le vieillissement, c'est le défaut de production, l'accumulation de déchets cellulaires qui fait qu'il y a un défaut de production d'énergie et donc une dégénérescence des tissus. C'est dû à un défaut de mitophagie, donc il n'y a pas assez de mitochondries, enfin les déchets s'accumulent et il n'y a pas assez de recyclage des mitochondries qui sont dysfonctionnelles, mais c'est dû aussi à un défaut de reconstruction de nouvelles mitochondries. Et on sait que le meilleur stimulant de la construction de mitochondries, c'est l'exercice physique. L'activité physique modérée, régulière, participe activement parce que, en fait, plus on a besoin d'énergie, plus on va produire de mitochondries. Si tu ne sollicites pas ton organisme, tu n'auras pas besoin de produire de nouvelles mitochondries. La combinaison entre
phase de jeûne et phase d'exercice physique modéré adapté est certainement la meilleure façon de supprimer les mitochondries endommagées et permettre la construction de neuves. Alors quand on parle d'activité physique, on définit au niveau de la fréquence cardiaque des zones. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 1, on est quasiment au repos. Zone 2, c'est une allure d'endurance. C'est une allure dans laquelle tu peux discuter sans être essoufflé. Donc tu as les personnes entre 90, 100 et 120, 130 de pulsation. Maximum 120, 130. La zone 2, c'est ce qu'on appelle la zone aérobie. C'est-à-dire que les cellules, elles fonctionnent en présence d'oxygène. D'accord ? Ça, c'est excellent pour multiplier les mitochondries. C'est un effort doux dans lequel on peut parler. C'est-à-dire, c'est au quotidien. Moi, par exemple, tu vois, je vis dans un environnement de montagne. Au quotidien, je monte et je descends. On verra d'ailleurs que c'est l'une des caractéristiques, par exemple, des peuples sardes. Ils vivent dans des pentes très importantes. Donc, au quotidien, ils montent, ils descendent. Je n'ai pas l'impression de faire de l'exercice physique. Pourtant, ça sollicite mon corps. Je suis dans la zone 2 et ça, c'est idéal pour augmenter le nombre de mitochondries. Puis, il y a la zone 3, zone 4, zone 5. Zone 5, on bascule en anaérobiose. C'est-à-dire qu'on est en absence d'oxygène. Là, c'est quand tu es très très proche de ta fréquence cardiaque maximale. Et on a montré que la zone 5, qui est pas loin du max, alors le max, normalement, c'est max au niveau fréquence cardiaque, c'est 220 moins ton âge. Alors ça, c'est théorique, parce que personnellement, 220 moins mon âge, ça donne du 170, puisque je vais sur mes 50 ans. J'ai un cardio quand je vais courir. Je suis régulièrement monté au-dessus de 180, je peux monter à 185, 186 sans aucune difficulté. Donc voilà, c'est théorique. Là encore, la différence qu'il y a entre âge chronobiologique et âge métabolique, on peut monter beaucoup plus haut que prévu. Mais l'intérêt de cette zone 5, c'est qu'on augmente la VO2 max. Et la VO2 max, elle décrit la capacité, donc volume oxygène maximum, elle décrit la capacité de notre organisme à s'approprier, à utiliser l'oxygène. Et absorber, utiliser l'oxygène, clé qui ouvre de grandes portes de la longévité, selon pas mal de chercheurs. La VO2 max, c'est le débit maximal d'oxygène que le corps d'une personne peut absorber et utiliser pendant une activité maximale. C'est l'indicateur le plus précis de la condition cardio-respiratoire totale de la personne. Donc au final, les recommandations, c'est zone 2, activité modérée, douce, dans lequel tu peux parler, qui va favoriser la croissance des mitochondries, et de temps en temps des petits exercices en zone 5 qui vont te permettre de développer ta VO2 max et donc ce faisant d'améliorer ta santé cardio-respiratoire. Après, dans la dimension physique, on se rend compte qu'avec le vieillissement, donc il y a cet entraînement respiratoire cardiaque, il y a l'entraînement de force aussi. Parce qu'on se rend compte que plus tôt on développe des muscles dans la vie, mieux c'est. Et passer 50-60 ans, c'est compliqué pour développer une musculature. Si tu l'as développée à 20-30 ans, cette musculature, ça sera un acquis pour toute la vie. Moi, dans mon cas, je le vois largement, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup couru quand j'avais 20-30 ans. Actuellement, mon activité principale, c'est à nouveau la course à pied et j'ai une base, j'ai un fondamental qui est excellent parce que j'ai énormément couru. C'est de l'acquis. Par contre, si maintenant je commence à vouloir devenir très bon aux tractions ou des choses comme ça va être peine perdue. Je peux en faire, ça c'est pas un souci, mais je ne vais pas devenir très bon parce que passé 50 ans, ça va être difficile de développer de la musculature spécifique dans ces domaines-là. Donc entraînement de force, le plus tôt c'est le mieux, difficile de construire des muscles après 50 ans. Une autre dimension qui est essentielle quand on parle d'entraînement physique dans le but du vieillissement, c'est la dimension de la stabilité. Parce qu'on sait que énormément de chutes adviennent pour les personnes âgées parce qu'au quotidien, elles ne travaillent pas leur stabilité. Et c'est certain que si tu évolues dans un environnement où tout est lisse, tout est sécurisé, ta capacité à prendre en compte l'obstacle va diminuer au fur et à mesure de l'âge. C'est pour ça que c'est aussi important d'évoluer dans des environnements qui ne sont pas aseptisés. Et vous verrez, moi, dans mon programme, par exemple, mon entraînement physique essentiel et celui dans lequel je me régale le plus, c'est la course à pied en montagne. Je réunis toutes ces dimensions. La dimension de la zone 2, il y a des moments où je suis vraiment en endurance sur du plat et ainsi de suite. La dimension de la zone 5 et de la force. Quand il s'agit de monter 300, 400, 500 mètres de dénivelé en course à pied, je peux te dire qu'en termes de force, en termes de musculature, ça pousse. Et en termes de zone 5, ça pousse. La stabilité, quand tu cours au milieu des racines, des feuilles, des branches, que tu as un sol qui est sans cesse en dénivellation, là, la dimension de la stabilité est extrêmement travaillée. Après,
dans toutes ces zones bleues, il y a la dimension de la nutrition. Et là, quel que soit le régime alimentaire des personnes, la constante, c'est l'apport en micronutriments. La richesse micronutritionnelle de l'alimentation. Il n'y a pas à tortiller, c'est le point essentiel. C'est-à-dire une alimentation de qualité, pas arrosée de pesticides, de fongicides, pas ou peu transformée. Si elle est transformée, c'est cuit à la maison, transformé à la maison, pas de plats préparés, pas de nourriture industrialisée. Hein. Peu importe ton régime, hein, végétarien, pas végétarien, il y a des centenaires qui sont végétariens, des centenaires qui ne sont pas végétariens. Dans les peuples tels qu'on les a présentés, il y en a qui mangent plus ou moins de la viande, les adventistes sont totalement végétariens. À Okinawa, ils mangent un petit peu de poisson, il y en a qui mangent plus de viande par exemple, mais l'essentiel c'est les micronutriments. Un autre point intéressant qu'on voit dans toutes ces peuplades et dans toutes ces zones bleues, eh bien, c'est l'apport important de protéines, hein, qui est montré comme essentiel quand on avance en âge, et de protéines particulièrement d'origine végétale, pour le coup. Hein. Donc les feuilles vertes, hein, qui vont apporter énormément de protéines végétales, les graines germées vont être certainement des très bons alliés. Après, dans ces zones bleues, on trouve vraiment un accent sur le sommeil. Hein, parce que pendant le sommeil, votre cerveau et votre corps effectuent de nombreuses tâches essentielles à la santé globale. Hein. Il se guérit, il se régénère. Le système immunitaire répare les muscles endoloris, les tissus blessés. Les espaces entre les cellules cérébrales s'élargissent, permettant au liquide d'évacuer les toxines. Hein. Puis les souvenirs, les mémoires sont traités, consolidés, stockés. Les muscles se détendent. Les glandes et les tissus sécrètent des hormones essentielles, comme par exemple l'hormone de croissance ou la testostérone. Donc le sommeil est un processus essentiel, mais vraiment essentiel. On verra que dans mon cas, c'est certainement le truc à travailler si je veux, à 60 ans, être plus jeune qu'à 50 ans. Mais c'est vraiment un processus essentiel du travail de renouvellement quotidien de notre organisme qui prévient le vieillissement. Puis après, il y a toutes ces dimensions que j'ai illustrées en parlant des aspects psychologiques, réduction du stress, de sens dans sa vie, d'engagement familial, d'engagement social, familial et spirituel. C'est ce fameux terme essentiel, hein, qui vient d'Okinawa, qui parle d'ikigai. Ikigai, c'est le sens de la vie, l'enthousiasme, la joie, la paix. Je vous renvoie pour ça à la vidéo que j'ai enregistrée avec Alex qui s'appelle « Mes incroyables résurrections », dans laquelle je montre vraiment que dans ma vie, c'est quand j'ai trouvé cet ikigai qui est ce que je fais là aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire vous transmettre des règles essentielles de santé pour vous permettre d'avoir une qualité de vie qui soit meilleure et de vous affranchir du joug du médicament. Hein. Eh bien, cet ikigai-là, une fois que je l'ai eu trouvé, mon état de santé, il a explosé. Et on se rend compte, hein, que c'est vraiment un facteur de santé essentiel et un facteur de qualité d'avancement en âge. Et quand, quel que soit ton âge, tu n'as pas cet ikigai, eh bien, le vieillissement, il peut être prématuré. La dimension de la foi aussi est très importante. Hein. Parce que la foi, elle permet littéralement, il est dit dans la Bible, il est dit finalement, combat l'inquiétude par la parole de Dieu. Hein, Dieu a des promesses pour nous, et la foi finalement, c'est de croire en ce que tes yeux ne voient pas, mais ce que ton sens, ton cœur te dit juste d'espérer. Hein. Et la foi te permet de traverser des épreuves que sinon tu n'aurais pas traversées. On parle de la mort de proches, on parle d'accidents terribles de la vie. Sans la foi, tu te fais ravager par ces choses-là. Et ça va avoir des conséquences physiques dans le corps. Hein, je vous renvoie vers la vidéo là, que j'ai enregistrée il y a quelques jours là, sur des maladies pas si mentales que ça, où je parle vraiment de l'incarnation du stress dans le corps, comment ça se manifeste réellement, concrètement. Et donc tous ces épisodes de stress, bien, on sait très bien que notre système de croyance, notre foi, va pouvoir vraiment déterminer la façon dont ça va impacter notre corps. Ce n'est pas tant l'événement, la contrainte, mais ton appréciation de la contrainte au travers de ton système de croyance qui va déterminer la réaction de ton organisme. L'engagement social et familial aussi, des valeurs traditionnelles, complètement en perte de vitesse à notre époque, où on essaye vraiment de faire exploser la famille et le modèle traditionnel. Le quant à soi, le développement personnel nous vendent une espèce de rêve nombriliste, égoïste, égocentré, de la réalisation personnelle. Et moi je crois, et personnellement c'est essentiel pour moi, je suis Thierry avec sa famille. Voilà, je ne suis pas en dehors de cet organisme-là. Et le sens de tout ce que je fais prend du sens par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme, par rapport à toutes les personnes avec qui je chemine, mon cercle rapproché d'amis, mes frères, mes sœurs, enfin voilà, tous ces gens-là, ils font sens, ils justifient et ils me portent, ils me soutiennent et en même temps, ils me donnent le courage d'aller de l'avant.
Alors, on ne va pas revenir, hein, mais parmi les facteurs de vieillissement qui sont propres à nos sociétés modernes, hein, l'explosion du cadre traditionnel, les repas, on ne mange plus ensemble, on est bloqué devant son écran, chacun, en perte de la communauté réelle pour une espèce de communauté en ligne qui est globalement, je suis désolé de le dire, mais de la merde. En tout cas, d'un point de vue physiologique, ça ne répond pas du tout aux mêmes besoins. Tu peux avoir 500 amis sur Facebook, on s'en fout, parce qu'en fait, d'un point de vue physiologique, quand tu es dans la crasse, quand tu es dans la merde, eh bien, le soutien dont tu vas avoir réellement besoin, c'est un soutien physique concret d'une personne physique et réelle. Il ne faut pas rêver. Tout va trop vite, on est dans un isolement, trop vite, trop seul, trop paumé, pas assez de repères. Voilà. Ça, c'est le constat de nos sociétés. Alors, fort de ce constat, je vous ai dit, moi, le but, c'est d'être plus jeune à 60 ans qu'à 50 ans. Voilà. Alors, là, je vais vous décrire rapidement mon programme. Ce programme, il va faire l'objet d'une série de vidéos aussi que je vais produire pour Régénère TV, où je mettrai chaque point spécifiquement, on va l'étudier, on va essayer de comprendre physiologiquement quel est l'impact, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Mais mon programme, il est tout simple. Hein. D'abord et avant tout, l'exercice physique. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, en plus, particulièrement parce que ça me permet de juguler les effets du stress que je pourrais vivre au quotidien par rapport à l'ikigai que je me suis fixé, qui est un ikigai assez éprouvant, on va dire, quand même d'une certaine manière, et qui m'expose énormément. L'exercice physique, comme je vous l'ai dit, difficile de construire des muscles à 50 ans qu'on n'a jamais construits. Donc, j'ai renoncé à ressembler aux mecs qui sont bodybuildés parce que en fait je ne l'ai jamais fait dans ma vie, ça ne m'a jamais intéressé et ce n'est pas maintenant que j'allais le faire. Donc je me suis remis il y a quelques temps à courir et j'ai retrouvé mes amours de jeunesse parce que moi la course à pied ça a été pareil comme vous le voyez dans la vidéo Mes Incroyables Résurrections, la course à pied c'est mon moment de liberté, de jubilation. En matière de pratique sportive, j'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec la course, hein, la simplicité de la course, l'évidence de la course. Et là maintenant, j'ai la chance en plus d'évoluer dans un milieu montagneux où dès que tu fais 100 mètres, tu as déjà pris 20 mètres ou 30 mètres de dénivelé. Donc chaque course, là, vous voyez, ce matin, j'enregistre cette vidéo, ce matin je suis allé courir, j'ai fait 7 km. Je veux dire, 7 km c'est que dalle. Hein. 7 km, j'ai quand même pris 500 mètres de dénivelé. Donc c'est déjà costaud, ça m'a fait un petit entraînement de 45 minutes, bien. Je me suis mis bien sur des chemins hyper tortueux, avec des racines partout, où il faut sauter, courir, sauter des rochers et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus que de la course, d'accord ? Ça, c'est mon hygiène au niveau physique et qui, là, je sais certain, va remplir toutes les fonctions, zone 2, zone 5, force, stabilité. Ça, je sais qu'avec quelque chose comme ça, bien, vraiment, je me maintiens en santé. Après, vous savez que d'un point de vue physique, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est l'exposition à l'eau froide, l'hormèse, hein, pour travailler aussi le renforcement de l'organisme. Moi, ça reste un de mes piliers aussi. La natation en eau froide, l'hiver. J'ai la chance d'avoir une piscine à disposition, une grande piscine à disposition qui me permet réellement de nager. Et cette piscine-là, l'hiver, je l'utilise largement avec de l'eau à 9, 8, ouais, des fois jusqu'à 7 degrés. Mais bon, en Catalogne, il ne fait pas si froid que ça, malheureusement ou heureusement. Donc elle est rarement plus froide que ça, mais ça suffit largement déjà pour le renforcement. Après, un truc aussi dont, c'est vrai que je ne l'illustre pas si souvent que ça en vidéo, on va être amené à en reparler, mais que j'apprécie vraiment au quotidien, c'est le sauna, la pratique du sauna. C'est quelque chose que j'aime énormément. Avec Crapule, la Crapule là, qui manifeste dans le pré, elle n'est pas contente, la petite chère. La pratique du sauna, et en particulier du sauna infrarouge. Hein, j'ai déjà fait le distinguo. Le sauna traditionnel est très intéressant parce qu'il est traditionnel, parce qu'il est à bois, ou électrique, mais je préfère le sauna à bois. L'une de ses vertus, c'est la sudation, la transpiration, l'élimination. Le sauna infrarouge va apporter une dimension supplémentaire et qui m'intéresse énormément. C'est vraiment la dimension des infrarouges. Hein. Et les infrarouges, on l'a vu, je l'ai expliqué déjà dans pas mal de vidéos, eh bien, on s'est rendu compte que dans le corps, il y a une eau qui est sous une forme qui n'est pas liquide, qui n'est pas gazeuse, qui n'est pas solide. Hein. C'est ce qu'on appelait le 4e état de l'eau. Pollack a beaucoup travaillé là-dessus. Les équipes de Pollack ont beaucoup travaillé là-dessus. En France, il y a Marc-Henri aussi qui a énormément travaillé là-dessus, plus pas mal d'autres. Certains l'ont appelé l'eau métamorphique. Mais il y a un état de l'eau dans le corps. Et cette eau dans le corps, elle est considérée par Gérard Pollack comme la centrale énergétique du corps. C'est-à-dire que c'est une eau polarisée qui porte une charge électrique. Et c'est la charge et la décharge de ces molécules d'eau qui va amener l'énergie dans le corps. Et Pollack met en avant à quel point
ben, c'est le rayonnement solaire infrarouge, les infrarouges, qui chargent ces molécules d'eau pour leur donner leur charge électrique qui va leur permettre ensuite de fournir de l'énergie. Donc, l'exposition aux infrarouges est essentielle, l'exposition à la lumière solaire, et moi j'ai la chance de vivre dans un environnement où je suis très souvent exposé à la lumière solaire, où on n'est pas obligé de se couvrir énormément, donc ça c'est positif. Mais à côté de ça, au quotidien, je pratique le sauna infrarouge et j'apprécie énormément. J'ai un vieux sauna maintenant qui a été acheté il y a pas mal d'années mais qui est de qualité, qui m'offre un spectre complet du spectre infrarouge et qui fait partie vraiment de mon hygiène quotidienne, qui favorise la détoxification et qui en même temps me recharge au niveau énergétique. Alors après, la restriction calorique, alors là oui, mon engagement moi c'est déjà continuer ce que je fais d'habitude, jeûne intermittent. Ça, c'est quelque chose avec lequel je colle très très bien. Moi, je m'engage vraiment, je prends cet engagement, un jour de jeûne sec par semaine. Et puis, je vais essayer de faire une semaine de jeûne tous les trimestres. Donc, ça va être quelque chose qui m'intéresse. La seule contrainte pour moi pour arriver à faire cette semaine de jeûne, c'est qu'il faut que j'arrive à ne pas être trop surchargé durant cette semaine, à bien couper par rapport à mes obligations. Ça sera la seule difficulté, sinon je pense que ça ne pose pas de problème. Et ça me permet vraiment de booster cette mythophagie, cette autophagie, comme je vous le décrivais. Alors le point moi sur lequel je vais beaucoup travailler, et je m'engage à beaucoup travailler, c'est le sommeil. Je suis un hyperactif, passionné, amoureux, follement amoureux, amoureux des personnes qui m'entourent, amoureux de ma femme, amoureux de mes enfants, et puis amoureux de la vie aussi. Je suis un fou de vie, un drogué, un ivre de la vie d'une certaine manière. Et quelque part, il y a une partie de moi qui est jamais en sommeil. Qui est toujours en activité, en train d'imaginer, en train de projeter, en train de rêver, en train d'anticiper. Pas de façon négative, je ne suis pas quelqu'un qui rumine du tout, au contraire, je suis quelqu'un qui rêve, qui projette, qui visualise, qui ressent, qui observe, qui contemple, qui jouit de la vie à 200%. Mais bon, il y a des moments où il faut vraiment dormir parce qu'il y a aussi ce temps de repos. Et de ne pas penser que tout se fait uniquement par nos petits bras, mais qu'il y a aussi la grâce qui agit. C'est cet équilibre entre grâce et effort. Et peut-être que moi, je suis quelqu'un qui est trop dans l'effort personnel et que la dimension de la grâce, je ne la laisse peut-être pas encore assez agir. Donc, je vais vraiment essayer de travailler sur mon sommeil pour avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit. Il y a des moments où j'en suis loin, où je dors 4 à 5 heures par nuit, tellement je suis passionné par ce que je fais. Et ça, je vais vraiment essayer de travailler sur cette dimension. Bon. Alimentation, je crois vraiment que je suis très bien. Ouais, bon, question alimentation, je disais, je pense que je suis pas si mal. Je suis même plutôt pas mal avec les grands fondamentaux. Vous savez, moi j'insiste vraiment sur le côté augmenter la quantité micronutritionnelle, être vraiment dans une démarche de pédagogie positive. Vous savez, on raisonne trop souvent en termes d'alimentation, en supprimant ceci, supprimant cela. Et au niveau du système psychique humain, c'est pas quelque chose qui fonctionne de façon très efficace, c'est pas très motivant. Alors, augmenter la quantité de micronutriments tout azimut dans son alimentation, choisissant des aliments peu ou pas transformés. Moi dans mon cas c'est maximum pas transformés. Je dirais que au quotidien je consomme moi tous mes aliments crus. Ça m'arrive effectivement de temps en temps de sortir, de faire des de pas coller strictement à ça, parce que c'est pas un dogme, c'est pas une idéologie, c'est un mode de fonctionnement, mais au quotidien, vraiment une majorité d'aliments peu ou pas transformés, de qualité, des jus, des choses comme ça, et vraiment focaliser sur la qualité micronutritionnelle, l'absence de pesticides, de conservateurs, tout ça. Bon voilà, ça c'est quelque chose moi, sur lequel je suis assez à l'aise. Je vais continuer à le cultiver et dans le cadre de cette vidéo, je voulais vous proposer, c'est le printemps aussi, qu'on se termine avec un petit jus quand même, parce que c'est emblématique, c'est mes 50 ans, c'est emblématique quand même de Régénère, c'est ce qui m'a fait un peu connaître, c'est ce qui m'a fait aussi être caricaturé, qu'on se moque de moi et ainsi de suite, mais ça reste quand même un fondamental parce qu'effectivement, pour
pour booster, pour augmenter de façon majeure le contenu micronutritionnel de notre alimentation, même avant même qu'on fasse des grosses réformes de notre alimentation ou de notre mode de vie, bim, un verre de jus avant chaque repas, c'est quand même un super réflexe. Là, c'est le printemps, donc j'avais envie de vous proposer en plus un jus, vraiment un jus du rajeunissement d'une certaine manière. On a des magnifiques asperges vertes, hein, là, asperges vertes catalanes. Alors, je tenais à faire un point quand même fondamental. L'asperge verte, c'est une asperge qui a poussé au soleil et qui a développé, qui a fait de la photosynthèse, qui a développé sa chlorophylle. Je sais qu'on vend des espèces d'asperges blanches, blanchâtres. Ça n'a strictement rien à voir au niveau nutritionnel. C'est des asperges qui ont poussé complètement sans le soleil. Donc ça n'a rien à voir au niveau nutritionnel. L'asperge, c'est un formidable drainant de toute la sphère rénale. Rajeunissement de la peau aussi, ça participe. On sait qu'il y a un lien entre la peau et les reins. En naturopathie, on dit que finalement, ce sont deux émonctoires qui se répondent et que si les reins ne fonctionnent pas bien, c'est au niveau de la peau que ça se manifeste. Rajeunissement des reins, fonctionnement des reins, drainage des reins, stimulation des reins, égale aussi amélioration de la qualité de la peau. Donc, je voulais vous faire un petit jus, tout simplement, asperges, concombre, on a les premiers concombres qui arrivent, concombres de France même, qui sont magnifiques, qui sont très très bons. Asperges, concombres, pommes. Là on a un jus très reminéralisant, très facile à boire, qui va être idéal. Là, en plus, je ne sais pas chez vous, mais nous ici en Catalogne, ça commence à être quasi estival. Hier il faisait 25 degrés, donc on sent qu'on est parti pour l'été. Hop, j'allume le Qvinx. Et donc, c'est le moment idéal pour se faire des jus. Hein. C'est le moment idéal pour alimenter son corps, favoriser la détoxification et toujours pareil, booster ce contenu micronutritionnel. Et cette habitude des jus, hein, vous l'avez vu que c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre au quotidien. Regardez, hop, je mets quelqu'un. En plus, avec celui-là, regardez, tout descend de lui-même. Les asperges, ça passe très très bien et ça fait beaucoup de jus, c'est absolument succulent. On n'y pense pas au jus d'asperges, c'est très très doux comme jus, hein, et en même temps très très riche au niveau nutritionnel et micronutritionnel. Donc c'est vraiment un légume qui demande vraiment à être découvert ou redécouvert. Alors je vous donne cet exemple, hein, on est d'accord, c'est un exemple, une illustration. De toute façon, vous l'avez vu dans les nombreuses vidéos que j'ai faites. Oh, rien que le parfum là. Vous l'avez vu dans les nombreuses vidéos que j'ai faites. Hein, j'avais fait une vidéo une fois qui s'appelait le jus guérit tout. Et c'était une façon de tourner en dérision un petit peu cette idée qu'un jus fasse une action spécifique. En vérité, globalement, ils participent tous à augmenter le contenu micronutritionnel de notre alimentation, soutenir tout le fonctionnement métabolique du corps et donc son rejaunissement, son fonctionnement, sa détoxification, son renforcement, parce que la santé est une. Finalement, quand on parle même de rajeunissement, on parle de santé, on ne parle que de ça en fait. Et dans ces vidéos, on ne parle que de santé. On ne parle pas de maladie, on ne parle que de santé, et c'est bien ce qui font leur originalité. Regardez ça, déjà en si peu de temps, j'ai déjà presque un demi-litre de jus qui est fait. J'ai mis seulement une pomme, un concombre. Alors le concombre donne beaucoup de jus. Regardez ça. Waouh, il est magnifique. Une couleur incroyable. Couleur absolument incroyable. Et puis on continue. Vous voyez, le matin, là, vous allez prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire votre petit jus. Hop. Je mets encore un demi-concombre. Hop. Ça tombe tout seul, je rajoute mes asperges. C'est quand même une toute petite habitude qui change beaucoup de choses. Et vous savez, moi, ma logique, comme je vous l'ai dit, hein, c'est de rajouter des choses, c'est aussi de faire des petits pas. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se presser, parce que de toute façon, plus vous allez aller vite, plus vous prenez le risque, si vous avez un faible niveau de santé, que votre corps, il ait du mal à s'adapter au changement. Donc allez-y progressivement, tranquillement. C'est clair qu'avec l'été, avec le printemps et avec l'été, c'est le moment idéal pour faire des réformes, parce qu'en fait, votre corps déjà n'a pas à s'habituer, n'a pas à s'adapter au froid, aux conditions adverses météorologiques. Donc en fait, il peut consacrer toute son énergie à la détoxification. Donc c'est certainement le moment vraiment idéal. Et de profiter de ce temps-là où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des légumes très juteux, des légumes très favorables à la détoxification, et bien pour enclencher le processus, tout simplement. Et après, s'y coller parce que vous aurez vu tous les bénéfices que ça peut apporter. Tiens, regarde, hop, on appuie un petit peu quand même. Hop là. Vite, tranquille.
Regardez, on va avoir un deuxième bol de jus là, quasiment qui est tout prêt. Regardez-moi cette couleur incroyable. Magnifique. Et c'est vrai que l'asperge en jus fait beaucoup de mousse comme ça. C'est tout à fait normal, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Voilà, j'ai arrêté mon extracteur. Donc moi je vous disais à mon niveau, finalement alimentation, effectivement c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, mais je vais continuer à maintenir mes efforts à ce niveau-là. Enfin mes efforts, c'est plus des efforts parce qu'au bout d'un certain temps, c'est un mode de vie, c'est une habitude, c'est une façon de vivre tout à fait naturelle. Et puis moi à mon niveau aussi, continuer à cultiver ma foi, la prière, la force de la méditation, de la visualisation, tout ça qui participe vraiment à orienter nos pensées, à orienter notre esprit de manière extrêmement vivante, hein, tournée vers la vie, et c'est ça la priorité, c'est tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, et je crois que si on regarde mes vidéos entre mes 40 et mes 50 ans, l'évolution elle est manifeste, elle est notoire et elle est évidente, et je vais continuer dans cette direction parce que c'est la direction de la vie et c'est celle qui est évidente. On va se servir un petit jus avec Alex, hein, je te sers un bon petit jus, tu vas me le goûter ce jus. Regarde Alex. J'espère bien. Quoi ça c'est... Ah bon, alors écoute, j'avais pas prévu. Écoute, tu vas prendre le jus et puis l'autre il va être pour Alex. Ah Trop non. bien, super. Ah bon? Ah non, il est pour lui. Ah ouais? Ah bah tu m'as promis que t'allais vivre super longtemps encore. Ah, Tu m'as d'accord. dit 106 ans. 106 ans? Ouais. C'est combien Jeanne Calment? Je sais même pas. Ah, je vais exploser Jeanne Calment. Bon, à ta santé. Santé, mon chéri. À ta santé Alex. Ouais, Santé, Alex. super, ouais. Tiens, toi tu auras le gros bro. À ta santé ma chérie. Santé, là. T'as pas de verre? Tiens, alors regarde, prends celui-là de verre. Non, c'est pas un verre. C'est pas un verre? Alors tiens, à ta santé. Tu prends celui-là? Ah, vas-y, prends ça, ma chérie. Non. On te fera goûter, ma chérie. À votre santé.